Bonjour à tous, alors cette vidéo est un petit peu différente de d'habitude, vous n'avez pas l'habitude de me voir faire des let's play, et d'ailleurs moi non plus je n'ai pas l'habitude d'en faire, donc je vais peut-être pas faire ça correctement, et d'ailleurs je ne suis même pas sûr que let's play soit le terme adéquat pour désigner ce que je vais faire dans cette vidéo. Ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est vous montrer un jeu que je connais bien et qui a conditionné mon enfance et mon adolescence parce que j'y ai beaucoup rejoué, Medieval. Avant de vous en parler, je vais vous laisser découvrir un peu les cinématiques de début. Il y a très longtemps, dans le royaume de Galomère, vivait un sorcier appelé Zarok. Un homme arrogant et sans pitié, qui haïssait ses concitoyens pour leur vie calme et leurs mœurs paisibles. Il leva une armée de démons et partit à la conquête du royaume. Le champion du roi, Sir Daniel Fortesque, mena les troupes dans la bataille contre cette horde d'hérétiques. On chante encore ses prouesses, comment il dirigea la puissante charge contre les ennemis maudits, battit en défaite les démons, les fauchant un par un, et comment, bien que mortellement touché, il anéantit le sorcier. Le nom de Fortesque fut dès lors associé à celui du héros de Galomère, et la paix s'instaura pendant 100 années. Jusqu'au jour où le sorcier réapparut. Autant que ça me coûte de l'admettre, cette narration du début, qui est refaite dans le remake PSP par Benoît Alman, est très mal jouée par Benoît Alman, il en fait 10 000 fois trop. Il essaye de mettre beaucoup d'emphase dans une narration comme ça qui mériterait d'être au contraire un peu plus détachée. Et en fait, ça va être le défaut principal du remake sur PSP Medieval Resurrection, qui est que l'humour de Medieval est un humour, comment dirais-je, pas subtil, c'est pas un humour subtil, disons que c'est un humour d'ambiance. Les personnages font pas comme les frères Warner dans les Animaniacs, c'est-à-dire ils sont marrants mais ils le font pas exprès. Les personnages de Medieval Resurrection le font exprès. Je serai amené à vous parler d'exemples de ça un peu plus tard dans la vidéo quand on verra comment c'est dans ce jeu-là et où je vous dirai comment c'est dans le remake. Enfin bref, découvrons la cinématique. Ce qui est glorieux avec la PlayStation, c'est qu'elle a la capacité de faire des graphismes qui sont à la fois beaux et moches. Je suppose que vous voyez ce que je veux dire en regardant ça. Je trouve que les textures sont vraiment très jolies, mais même s'ils avaient voulu faire des visages crédibles, je pense qu'ils auraient pas pu faire beaucoup mieux que ça, et finalement le parti pris qu'ils ont pris pour Medieval est le meilleur qu'ils auraient pu prendre. C'est dans la surenchère de grotesque. C'est d'autant plus vrai dans les phases de jeu d'ailleurs. Oui, c'est un peu spécial. Oui, dans notre monde, c'est plutôt les lycées qui prennent le nom des personnages célèbres. Ici, c'est les cimetières. Comme je vous le disais, ce jeu s'appelle Medieval et je l'aime beaucoup. J'irais même jusqu'à dire que c'est mon jeu préféré. Pas parce que c'est le meilleur auquel il m'a été donné de jouer, simplement parce que je l'ai découvert tôt, que j'y ai beaucoup joué et qu'il m'a beaucoup plu. Mais je profite de cette petite introduction pour vous dire que ce jeu a ce site particulier qui a des contrôles de base un peu spéciaux. Pour sauter, il faut appuyer sur rond, ce qui sur la PlayStation est relativement rare. C'est un peu comme sur la NES en général, c'est plutôt la croix
qui correspond au bouton A de la NES. Enfin, bon, si on veut vraiment comparer 2 boutons à 4 boutons, enfin bref, peu importe. Toujours est-il que le fait qu'il faille appuyer sur rond pour sauter et sur carré ou croix pour attaquer, fait que si vous êtes un bon joueur de Medieval, vous êtes juste un bon joueur de Medieval. Apprendre à jouer à Medieval, c'est apprendre à être un joueur de Medieval, pas un joueur de PlayStation. Oui, notre héros est un squelette en armure, à qui il manque un œil, et le menton. Sir Daniel Fortesque est ressuscité. Voyez, le héros de Galomère tombé dès la première charge. Le voile de la guerre et les linceuls du temps ont conspiré pour changer le vulgaire soldat en sauveur. Nous savons ce qui s'est vraiment passé. Et la narration se fout de votre gueule. Et vous pouvez pas répondre parce que vous avez pas de menton. Laissez-le donc en paix. Le destin lui a donné une seconde chance, celle d'oublier l'affreuse vérité, de vaincre Zarok et de s'élever enfin à la hauteur de la légende. Souhaitons-lui bonne chance. Donc voilà, c'est ça le scénario. En gros, vous êtes un héros de guerre, mais c'est la propagande officielle qui fait de vous un héros de guerre, alors qu'en réalité, vous êtes tombé lors de la première charge. Cet imbécile de sorcier revenu 100 ans plus tard pour se venger du royaume, qui a d'ailleurs disparu, comme nous le verrons plus tard, trouve rien de mieux à faire que de réveiller les morts pour en faire une armée. Comme vous êtes mort, vous faites partie des gens qui sont réveillés, et comme vous êtes un gentil, vous saisissez l'opportunité pour combattre le méchant. Ce que je vais faire maintenant, c'est que vous voyez des bouquins partout. Je vais les ouvrir très brièvement. Comme ça, si ça vous intéresse, vous mettez en pause et comme ça, vous pouvez lire le texte. Moi, je le connais par cœur. Alors, ce que dit ce bouquin, c'est globalement que d'habitude, on peut pas aller dans l'eau. Là, on peut parce que c'est pas profond, mais d'habitude, on peut pas nager. Bon, ça, c'est classique dans les jeux vidéo. Le fait qu'on soit un squelette en armure est une justification suffisante pour pas trop se poser de questions sur le fait qu'on ne peut pas nager. Ce niveau est juste un niveau didacticiel, quelque part. Enfin, pas quelque part, c'est un niveau didacticiel. On récupère 2 armes, une arme de mêlée et une arme de jet. J'aime pas trop les armes de jet, donc je vais pas trop l'utiliser. Je voulais pas commenter, mais je les ai ramassées, c'est des dagues. On en a 100, on peut en racheter, vous verrez. Ici, il y a un mur que normalement on peut abattre, mais on n'a pas l'arme pour. Nous reviendrons. On n'a pas de vie à proprement parler, on a des flacons de vie. C'est-à-dire que quand la barre de vie est vide, on utilise un flacon de vie. Et quand on n'a plus de flacon de vie et que la barre de vie se vide de nouveau, game over. Il n'y a pas de clé dans ce jeu. À la place, il y a des mains qui sortent des murs et sur ces mains, il faut mettre des runes correspondant à leur couleur. Ici, c'est une rune étoile parce que c'est la main jaune. Ça permet d'ouvrir les portes. Chaque niveau se termine par une espèce de traînée verdâtre comme ça. Pardon, dans le bouquin vous dit improprement qu'elle est noire. Et ça vous permet de finir le niveau. Comme vous voyez, ce niveau-là n'était pas très long. Le jeu commence doucement, donc je vais moi-même commencer doucement. On commence dans le cimetière. Le but de notre héros étant de sortir du cimetière pour poursuivre le sorcier Zarok afin de l'oxyre. C'est assez classique, c'est assez simple, mais c'est assez marrant d'être un squelette. Et c'est assez marrant d'être un vrai faux héros, décidé à devenir un vrai héros, en dépit du fait que la propagande en a fait un faux héros. Donc on a donné le nom au cimetière. Si vous avez remarqué, si vous voulez je retourne pour que vous puissiez le voir. Voilà, bon là ça se va à l'envers. Un peu comme dans l'histoire sans fin. Voilà, Fortesque, c'est notre nom. Nous appelons Sir Daniel Fortesque. Ces petites mains servent à rien dans ce jeu-là. Dans la suite, on peut mettre notre tête dessus. C'est assez marrant. Il y a un bouquin. Nos ennemis dans le cimetière sont bien évidemment des zombies. Vous voyez ces trucs qui s'envolent quand les zombies sont tués, ce sont des âmes. Vous verrez à quoi ça sert. Là, je fais des attaques rapides
On peut également faire une attaque puissante en chargeant avec carré. Et voilà. Voilà, donc si vous avez suivi, la rune terre, c'est pour les mains vertes. J'ai l'impression que le jeu est un peu plus rapide que quand j'y jouais quand j'étais petit, donc j'ai un petit peu de mal avec ses contrôles. Voilà, donc la rune KO pour les mains rouges. Ça veut vous dire que je vous prends pour des gogoles, non, c'est pas du tout le cas. C'est juste que les premiers niveaux sont assez simples, donc il y a relativement peu de choses à commenter. Ces choses-là sont des fontaines de vie. Bon, c'est assez transparent, on va dire. Une grosse différence de stratégie qu'il y a entre le premier jeu et le deuxième jeu est que quand on refait un niveau, les fontaines de vie dans le premier jeu sont de nouveau remplies, et dans le deuxième jeu, ce n'est pas le cas. Voilà, ça c'est la petite blagounette. Oh, pour un adulte, c'est assez simple, hein. Ça veut simplement dire qu'il faut tourner l'ange dans la direction dont on veut ouvrir la porte. Vous voyez ici, il y a une espèce de machin qui est fantomatique. Bon, la porte s'ouvre parce que j'ai tourné l'ange vers la porte. Je ne peux pas l'attraper. Cette chose s'appelle le calice des âmes. Voilà, ces calices des âmes ouvrent la porte au hall des héros. Vous verrez comment c'est le hall des héros. Pour qu'il se matérialise, il faut tuer suffisamment d'ennemis. Pas n'importe quels ennemis, seulement ceux qui ont des âmes. Ici, tous les ennemis ont des âmes, c'est l'espèce de machin rouge qui s'envole quand on les tue. Vous les voyez là? Oui, c'est un peu des bras cassés, ces zombies, ils tombent tout seuls. Voilà, deuxième flacon de vie. Évidemment, il n'y en aura pas autant que ça dans les autres niveaux du jeu, c'est parce que c'est le début et que le jeu est sympa avec nous. Et encore, ça, ce que je viens de prendre, c'est un passage secret. Enfin, secret. C'est beaucoup dire. Enfin, toujours est-il que c'est un passage secret parce que j'ai eu besoin de tourner le l'ange pour pouvoir y entrer. C'est pas par là que je dois aller. Je peux directement sauter en bas afin de tuer quelques zombies pour faire se matérialiser, voilà, le calice. Tuer des zombies ne sert maintenant plus à rien parce que j'ai déjà suffisamment d'âmes pour récupérer le calice. Et je vais récupérer le calice. C'est un peu redondant ce que je vous raconte. Vous avez entendu ce petit bruit, c'est assez marrant quand on cogne la tête sur quelque chose, ça fait un espèce de bruit creux, bah, c'est un peu normal, hein. Notre crâne est creux. Enfin non, en fait il contient un ver de terre, mais ça ne sert pas dans la version finale du jeu. Il aurait dû y avoir un niveau basé sur ça. Et dans Medieval Resurrection, on a une espèce de génie dans la tête. Vous voyez cette grande porte? On a envie d'y aller, hein? Bah non, on peut pas. Mais le bouquin nous explique pourquoi on ne peut pas. Parce qu'il faut une clé. Malheureusement, c'est la sortie du cimetière, donc c'est par là qu'on devra passer finalement. Mais la clé du cimetière se trouve entre les mains d'un boss qui s'appelle le démon vitrail, comme c'était indiqué sur le bouquin. Et ce démon vitrail vit dans le mausolée. Et le mausolée se trouve au fond du cimetière. Vous avez vu ces espèces de gargouilles qui se foutaient de moi? Elles sont vertes, elles racontent des histoires. Quand elles sont bleues, c'est parce qu'elles vendent quelque chose. Vous voyez, typiquement, j'appuie sur croix pour leur parler. Et je peux leur acheter des provisions, en l'occurrence des poignards. Là, je peux en acheter jusqu'à 250, grâce aux pièces d'or que je trouve un peu partout, j'ai pas commenté ça. Quand je vois des objets enchantés qui se rechargent, c'est aussi vers ces gargouilles qu'il faudra aller. Et si je me fais voler des armes par les imps, vous verrez ça plus tard, c'est auprès des gargouilles que je dois les racheter. C'est marrant, je croyais qu'il y avait un bouquin pour les présenter. Peut-être que j'ai appuyé dessus, mais j'ai pas fait attention. Allez. Oh non, il n'y a pas de bouquin pour les présenter. C'est marrant, j'en étais persuadé. Peut-être que... ah non! Oui, c'est parce que ils en parlent dans le manuel d'instruction. Ils disent que ce sont de misérables créatures. Quand j'étais petit, je comprenais pas. Parce que, si vous me pardonnez ce manque de modestie, j'étais trop bon et du coup, je me faisais jamais piquer mes armes. Simplement, effectivement, quand vous faites piquer des armes assez rares et qu'on vous les revend à prix d'or dans les gargouilles, vous dites effectivement que ces créatures sont misérables. Oh, je vais vous montrer. Dans les coffres comme ça, typiquement, on trouve des boucliers. Des fois, on trouve des dragons. Vous verrez. Voilà, quand je reviendrai, ce pont sera cassé. Croyez-moi sur parole. Fais attention. Zarok attend derrière ses portes. Le maître a rendez-vous avec le démon du mausolée
tramant les intrigues les plus immondes. Les corps oubliés ont plutôt intérêt à se faire tout petits. Vous voyez, ils font des blagounettes, mais ils en rajoutent pas. Dans Medieval Resurrection, ils en rajoutent. Ça fait un peu explain the joke. Donc voilà, comme j'ai eu un calice, je vais directement dans un endroit qui s'appelle le Hall des Héros, où je vais trouver des statues. Et des gargouilles qui vont me faire chier. Bienvenue dans le Hall des Héros, là où les plus braves guerriers de tous les temps passent l'éternité, festoyant, chantant et luttant à main nue. S'ils t'estiment assez valeureux, tu peux peut-être les persuader de te donner une nouvelle arme. Bon, la gargouille va me faire chier plusieurs épisodes de suite et m'expliquer différents trucs à propos de ce Hall des Héros. Mais je vais vous expliquer quelques trucs avant qu'il fasse ça. Il y a donc... Voilà, bon, je vais commencer par le commencement. Il y a des statues de héros, celle à laquelle on doit parler brille. Vous voyez, là, il y en a 4 au rez-de-chaussée, dont une qui est fantomatique et qui nous représente. Bon, croyez-moi sur parole. Bon, bref, ça c'est nous, en version squelette. Nous sommes fantomatiques parce que nous sommes un héros d'après la propagande officielle, mais nous n'en sommes pas un en réalité. Il y a aussi un deuxième étage, mais on ne peut pas y accéder, car les escaliers sont fantomatiques. Pour pouvoir y accéder, il faut que les héros du rez-de-chaussée n'aient plus rien à nous dire. Et ça se produira quand on aura eu suffisamment de calices et ainsi de suite. Voilà. Nous allons parler au premier héros, Tim le Rusé. Et ensuite je vous dirai pourquoi le 2 est merdique de ce point de vue-là. Capitaine Fortesque, c'est moi, Tim le Rusé. Comment ça se passe, la bataille? J'aimerais tant pouvoir me battre encore à vos côtés, capitaine. Mais attendez, vous pourriez prendre mon arc. La détente est ultra rapide. Et vous pouvez faire ricocher les flèches contre les murs pour tirer dans les coins. Je l'avais à la bataille de Galomère, après que vous êtes tombé. J'ai abattu le champion de Zarok, Lord de Karnak. Un coup net, dans l'œil, à pas moins de 100 mètres. Bien sûr, ça n'a rien de particulièrement intelligent de tirer dans l'œil de quelqu'un, capitaine. Oh, au revoir, capitaine. Bon, je vous fais pas l'affront de vous expliquer la blague. On peut refuser les armes, ça ne sert absolument à rien. Le dialogue s'arrête là si on fait ça. Dans le 2, on a aussi des armes grâce au calice. Simplement, au lieu d'être donnés par des héros qui ont tous leur dialogue individuel, ils sont donnés par un seul gars qui se trouve à notre base et qui dit substantiellement toujours la même chose. C'est une grosse perte en termes d'ambiance. Vous voyez que j'ai directement switché sur l'épée, c'est parce que j'aime pas les armes de jet, ça je vous l'ai déjà dit. Mais l'arbalète est puissante et va beaucoup nous servir contre le boss du mausolée, vous verrez. Reprenons notre quête. Nous avons traversé le cimetière pour aller jusqu'à la colline pour affronter le démon du mausolée. Ok? Bon. La musique de ce niveau sera une valse, je vous la ferai écouter un petit peu après le dialogue. Jusque dans ma dernière demeure, mon vieil ennemi me poursuit. Tu arrives trop tard, Fortesque. Mon armée est déjà sortie de la tombe. Tu ne quitteras jamais cette nécropole. Dans Résurrection, il commente le fait que son rire est un petit peu grotesque. Il ne devrait pas le commenter, il l'est, on s'en rend compte, c'est drôle. Bon voilà, vous avez entendu, c'est une valse. Ce niveau est extrêmement court si on veut juste le terminer, parce qu'en fait, il suffit de monter sur la colline. Bon, pour ça, il faut contourner les rochers, et après, les gargouilles qu'on a vues au début se rendent direct. Mais nous, on veut pas seulement faire ça, nous, on veut récupérer le calice. Grand intérêt archéologique. L'archéologie, selon Galomère. Bon, ce niveau est aussi une introduction à un truc qui est bien pratique dans les autres niveaux, qui sont les coffres avec des têtes de mort. Les coffres avec les têtes de mort peuvent contenir des dragons ou des bombes. Bon, alors c'est un peu emmerdant quand on est près d'un gouffre, parce que quand on est près d'un gouffre, on est poussé dans le gouffre. Comme vous avez vu, j'ai reculé de quelque part. Et ici une gargouille marchande.
Voilà, ici, caldeira miniature. Bon. Voilà, bon. Comme je vous ai dit, il suffit de monter sur la colline. Moi, je vais pas faire ça pour l'instant. Pour l'instant, je vais utiliser la colline, pardon, pour... Ah, excusez-moi, j'ai du mal avec ces contrôles. C'est plus rapide que quand j'y jouais à la maison. Bon. Voilà, je suis passé derrière le mur en passant via la colline. Le but étant que je récupère la massue qui est dans ce coffre. Oui, j'ai dit que d'habitude c'est des boucliers, des fois c'est des massues. Excusez-moi, je reviens sur ce que je dis à chaque fois que je dis un nouveau truc. Hein. Cette fois-ci, je reviendrai plus, promis. Non, c'est pas vrai. Dans le dernier niveau, dans un coffre, on trouve de la foudre. Enfin bon. Bref, la massue sert à casser des rochers. La massue n'est pas éternelle. Elle a un pourcentage. Quand ce pourcentage est à 0, on n'a plus de massue. Elle est cassée. Le marteau est comme la massue, sauf qu'il a une attaque spéciale et il est éternel. Voilà, d'un grand intérêt archéologique, ça veut dire... Boum. Et gargouille. De l'air. Nous haïssons ces vieilles grottes sombres et leur puanteur de vieilles sorcières. Une bande de ces vieilles harpies verruqueuses habitait là jadis. Des feux impies brûlaient toute la nuit pendant qu'elles infusaient d'innommables gadous dans leurs chaudrons. Elles ont quitté les lieux il y a des années, mais l'odeur vous donne encore la nausée. Je sais pas si ma vie vous intéresse, mais figurez-vous que la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai eu un problème de fausse sceptique chez moi et ça s'est déclenché depuis le moment où j'entendais ce dialogue. Je me suis dit qu'il faisait beaucoup de progrès en termes technologiques. On parle d'odeur, on sent les odeurs. Si je dis ça, c'est pas de façon complètement anodine, c'est simplement pour vous expliquer pourquoi c'est mon jeu préféré, c'est parce que j'ai une histoire personnelle avec, c'est tout. Oh, pas uniquement à cause de cette histoire de fausse sceptique, bien sûr, mais... Bon, voilà, vous avez compris. Voilà, un grand intérêt archéologique. La massue peut aussi servir de torche, vous allez voir. Voilà, ça en gros c'est pour vous expliquer que vous devez allumer l'autre torche et comment se servir du talisman que vous avez trouvé dans l'une des portes. Excusez-moi, c'est toujours été une partie un peu difficile, il faut se positionner bien au bon pixel pour être sûr d'allumer notre... Voilà, c'est bon. Et ce sera pareil de l'autre côté. Voilà, parfait. J'économise ma massue, donc je passe à l'épée, même si la massue est beaucoup plus puissante. Et que les zombies sans tête sont assez chiants parce qu'ils courent très vite. Voilà, le fameux talisman, c'est ça. Hein. Ici, c'est un bouclier. Hein. Ici, il n'y a rien. Ici, il y a une fiole. Alors, à ne pas confondre les flacons et les fioles. Les fioles, c'est juste pour remplir. Les flacons, c'est une vie supplémentaire, en gros. Supplémentaire rechargeable. J'ajouterai même. Voilà, j'ai récupéré le calice. Maintenant, je peux vous montrer que le niveau est très très court. Alors, souvenez-vous, on arrive au début du niveau par la porte qui est par là-bas. Et le but de ce niveau, en fait, c'est simplement de faire ceci. Les coffres contiennent des boucliers et le mien est plein. Il y a aussi des sacs d'or au bout de la colline, mais on s'en fiche un peu. Nous avons fait défaut à notre maître. Nous nous rendons. Bon, ça peut paraître frustrant, mais le jeu se rattrape par la suite en termes de boss. Voilà, en gros, ils vous disent, bon, ce niveau est très très court, mais essayez de voir si vous n'auriez pas oublié un truc par hasard. Hop, on entre dans le mausolée, et ça nous amène directement au hall des héros. On va savoir comment ça marche. Bon.
Déjà revenu de la bataille. Il doit déjà se prendre pour un héros. Mais seul un véritable héros digne de ce nom mérite une place dans le hall des héros. Tu vois ta statue fantomatique d'imposteur? Lorsqu'elle se sera matérialisée, tu deviendras un véritable héros. Voilà, toujours lui. Typiquement, on va 2 fois de suite voir le même. Hurrah! Je savais qu'il faudrait plus d'une armée de morts hargneux pour vous renverser, capitaine. J'ai quelque chose qui pourrait vous être utile dans votre quête. Je vous en fais cadeau, bien que je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Vous voyez, c'est un jeu qui essaye pas de combiner les aspects mécanismes de jeu et les aspects histoire. Hein. Comment expliquer les vies selon le scénario? Il ne s'y essaye pas. Il y a des jeux qui s'y essaient. Hein. On vous apprend rien en disant ça. Bon, on va avoir un peu de variété, parce que là, on a vu 2 extérieurs de cimetière, c'est bon, on en a un peu marre. Et il se trouve qu'il y a un truc que j'ai oublié de faire, mais enfin peu importe, on verra après. Ouais. Ce coffre contient une massue. Je préfère gaspiller les derniers pourcentages de la mienne avant d'en récupérer une nouvelle parce qu'on ne cumule pas les massues. C'est-à-dire que si je prends la massue maintenant, ça reviendra à 100. Et si je prends la massue alors que ma massue actuelle est tombée à 0, ça reviendra aussi à 100. Donc ça n'a aucun intérêt de la prendre maintenant. Typiquement, on peut casser les couvercles pour aller à l'intérieur, mais ça ne nous rapportera rien de plus que du pognon. Je le fais quand même pour vous montrer. Alors on peut faire plusieurs allers-retours parce que les imps peuvent sortir plusieurs fois. Mais pas toujours, ça dépend de la vitesse avec laquelle vous avez fait les choses. Enfin, il y a toujours le même nombre de imps, parce qu'il y a toujours le même nombre d'âmes pour le calice, et des fois il y a pile le nombre qu'il faut. Voilà, fioles d'énergie, là il y a peut-être du pognon, non même pas. Bon, c'était juste des fioles d'énergie. Et voilà, vous voyez, il y a de la lumière là, ça veut dire que c'est la suite du niveau. Alors, à gauche, à droite ou tout droit? À droite, ça sert à rien pour le moment. À gauche, c'est utile. Ça sert à rien de les tuer parce que le sol va s'effondrer et qu'ils mourront de toute façon quand j'aurai pris la pierre. Regardez. Vous allez voir, on va voir le calice réapparaître et augmenter, voilà. Maintenant tout droit, ça sert toujours à rien d'aller à droite. Voilà, là on va arriver à notre pire cauchemar, un endroit où il y a des imps qui n'ont pas une torche, mais rien dans les mains, et qui aimeraient bien avoir votre arme à la place de rien. Oui, il a rien, il va essayer de me prendre ma massue. Il a pas eu le temps. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il vous prend votre arme, et ensuite il retourne dans son trou. Si vous arrivez à le tuer avant qu'il retourne dans son trou, vous voyez, j'ai pas la rune qu'il faut, par contre j'ai la verte, vous allez voir. Qu'est-ce que je disais? Oui. Si vous prenez votre arme et que vous arrivez à le tuer avant qu'il retourne dans son trou, vous récupérez votre arme. S'il retourne dans son trou, il ressort sans, et du coup, vous devez la racheter. Voilà, vol de massue. Ah, je vous montre après ça. Voilà, j'ai réussi. Quand vous n'avez pas d'arme en main, Sœur Daniel utilise son bras. Je vous montre. Voilà, il peut l'utiliser comme arme de contact, ou comme arme de jet, comme un boomerang. Typiquement, quand vous aurez plus d'arme de jet, ce sera utile, mais franchement, cette arme est merdique. Mais elle est faite pour, hein, c'est l'arme de base. Voilà, j'ai récupéré une rune. Toujours pas celle qu'il faut, par contre celle-là, c'est celle qu'il faut. Vous voyez, cette chose-là, c'est un fantôme. Pardon. Et maintenant, ça sert à quelque chose d'aller à droite.
Je lui ai dit que je reviendrai ici. C'est ça tout à fait. J'ai la flemme de casser ces machins et je voulais vous montrer que c'était pas indispensable. Là il y en a 3 rangés donc je vais me blesser si j'essaie de sauter. Hein. Mais voilà, fondamentalement. Vous avez vu qu'on n'a pas encore croisé le calice. Hein. Celui de ce niveau est caché. Bon, caché c'est beaucoup dire. Hein. Faut faire le seul truc qu'on n'a pas fait mais... Alors on pourrait aller directement dans la cave grâce à la rune rouge qu'on a trouvée dans la salle du fantôme. Mais on va pas le faire. Pas parce qu'on pourrait pas. Mais parce que ce serait dangereux et je vais vous montrer pourquoi. Vous allez voir, la raison est un peu idiote, mais enfin... Écoutez, il faut une raison. Hop. Paradoxalement, je trouve que ça marcherait pas avec de meilleurs graphismes. Et voilà. Alors, on commence pas les armes avec leur maximum de charge. Donc je vais acheter des éclairs d'arbalète supplémentaires parce qu'ils me sont utiles contre le boss. Vous vous rappelez de notre objectif, hein, de récupérer la clé du cimetière auprès du démon vitrail. Pour ça, le démon vitrail, il faut le réveiller. Pour ça, il faut aller dans la cave et détruire son cœur. Ça a du sens dans le contexte. Voilà, faut pousser cette chose. Parce que en poussant cette chose, en essayant de ne pas marcher dans les pointes, ça c'est un bouclier, on s'en fout. Voilà, ça casse un cœur en verre qui libère une âme. Cette âme est celle du démon et elle va aller dans le démon. Voilà, en gros ce qui se passe c'est que je peux retourner dans la pièce centrale et retourner auprès du fantôme après avoir fait ça. Simplement si je touche l'âme, elle va aller dans le vitrail et réveiller le boss et je pourrai plus voir le fantôme. C'est pour ça que je voulais aller prendre le calice avant parce que en principe je sais faire en sorte de ne pas toucher l'âme avant de le vouloir. Mais enfin si je fais un faux mouvement, on est dans un univers en 3D, hein, on peut faire des choses par inadvertance. Alors j'ai besoin de l'arbalète. Voilà, vous voyez je peux parfaitement passer par là mais bon on sait jamais. Ce qu'il y a de marrant avec la PlayStation, c'est que là où en 2D vous étiez obligé de suivre les patterns des boss et de les éviter au moment où ils vous attaquaient pour les attaquer au moment où ils vous laissaient attaquer, dans des jeux comme cela, vous pouvez parfaitement vous laisser toucher pour toucher le boss. Et dans beaucoup de jeux comme celui-ci, c'est en fait la stratégie qui vous permet de le vaincre le plus rapidement. Vous voyez là par exemple, je devrais me mettre en garde pour me protéger de son attaque, mais je peux continuer d'attaquer en même temps. Donc je le fais. Parce que, à ce petit jeu-là, c'est moi qui gagnerais. Parce qu'il y a une barre de vie moins grande que la mienne. Enfin, en comptant mes 3 fioles, bien sûr. Bon, je ne peux pas l'attaquer à n'importe quel moment. Je peux l'attaquer seulement quand il est au milieu de la pièce et qu'il me montre son cœur. Vous voyez, cette chose qui apparaît devant lui, c'est son cœur. Des fois, j'arrive à le battre en 2 coups, c'est-à-dire en 2 rounds. Là, il m'en faudra un 3e. Mais bon, vous allez voir, ça, c'est pas la mer à boire. Hein. Il va peut-être me balancer des stalactites. Regardez. Non, il le fait pas. Voilà. Voilà. La façon académique de battre ce boss, déjà, c'est avec les poignards. Et donc de le faire vachement lentement et de se protéger quand c'est lui qui attaque. Et je possède la clé du cimetière. Et cette fois-ci, je vais essayer de pas oublier de faire le truc que je devais faire. Faudra que j'y pense après être sorti du hall des héros. Te voici dans le centre commercial du hall des héros. Les chercheurs d'occasion devraient rester au rez-de-chaussée. Les nantis, eux, devraient fouiner à l'étage supérieur. C'est là que ça se passe. Quel connard.
Bon. Deuxième héros. Oui, parce qu'on va pas rester auprès de Tim le rusé indéfiniment. On veut une nouvelle arme. Et cette nouvelle arme, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure. Ah, Fortesque, il paraît que ce vieil ennemi juré de Zarok est toujours vivant. Je croyais que tu avais tué l'animal. T'en fais pas, t'es un dur à cuire. Il faut lui montrer de quoi il en retourne, hein. J'imagine que le joli zombie va te donner un peu plus de fil à retordre qu'auparavant. Qu'est-ce qu'il y a comme arme? Tiens, prends mon marteau de guerre. Ça détruit tout ce que ça touche et c'est du solide. Il ne me sert qu'occasionnellement pour casser des noix par ici. Sir Daniel, c'est un peu R2 avec une voix de baryton. Les espèces de bruits qu'il fait sont toujours les mêmes. Foutaise, Fortesque, non n'est pas une réponse. Cogne quelques têtes pour ton bon vieux stagneur le ferrailleur, d'accord? Ce dialogue m'a toujours mystifié. Je dis oui et il fait comme si j'avais dit non. Enfin bon, bref. Et si je disais non, par contre, le dialogue s'interromprait et j'aurais pas l'arme. L'esprit de contradiction. Comme je le disais, il y a un truc que je dois faire et qu'il ne faut absolument pas que j'oublie. C'est retourner dans la crypte pour casser le mur que je pouvais casser et que je disais que pour ça, il fallait la massue. En général, je le fais quand j'ai la massue, maintenant c'est encore mieux, j'ai le marteau. Donc une arme qui ne s'abîme pas. Ouais, vous allez voir, c'est un peu folklorique. Parce que le niveau par lequel on passe par la porte par laquelle on ne pouvait pas passer dans le deuxième niveau n'est pas le même niveau. C'est un autre niveau qui s'appelle Retour au cimetière, qui est exactement le même du point de vue de la map, mais comme je vous ai dit, le pont s'est effondré. Hein. Et on le joue dans le sens inverse. Si on essaie d'utiliser la clé dans le niveau de base, ça ne marche pas. Là, vous voyez, je voulais tourner la caméra, mais il voulait pas. Voilà. C'est à cause de ça que je vais aller là. Il y a trois moyens de casser les murs. Celui que je viens de faire, avec la massue, et la supercharge. Mais la supercharge, je ne l'ai pas encore. La supercharge, vous allez voir en quoi ça consiste quand je l'aurai, c'est-à-dire quand je serai sorti du cimetière. Moi, je peux aller directement ici. Hein. Vous allez voir, c'est exactement le même niveau, mais pas avec la même musique, et, comme je vous l'ai dit, le pont s'est effondré. Ah, je vous ai dit que le marteau avait une attaque spéciale. Je vais vous montrer. C'est un peu comme les coffres à tête de mort, mais en version mini. Mais finalement, c'est pas terrible parce que les coups directement portés... Ah, le pont ne s'est pas effondré. Il va s'effondrer, regardez. Voilà, là, il s'est effondré. Et je peux faire quelque chose qui rétrospectivement n'a aucun intérêt, mais vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, donc je vais le faire quand même. Et c'est assez difficile techniquement parce que la caméra n'est pas adéquate pour ce genre de choses. Mais voilà, vous voyez, il y a des cercueils qui passent. Et moi, ce que je dois faire, c'est sauter dessus. Alors peut-être que je vais le faire depuis l'autre côté du pont. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors je vais peut-être me foirer parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas habitué au contrôle de... Voilà, raté. Comme on vous l'a dit au début, Sir Daniel ne peut pas nager. C'est pas rédhibitoire dans ce niveau-là de tomber, mais dans des niveaux un peu plus difficiles où vous avez beaucoup d'autres occasions par ailleurs de perdre des flacons de vie, hein, il vaut mieux éviter de faire ce genre d'acrobatie. Surtout que celle-ci, comme je vous l'ai dit, ne sert fondamentalement pas à grand-chose. Bon, au final, c'est pas plus mal, ça me permet de vous parler un petit peu du jeu pendant que je me rate. Voilà, donc ça permet d'aller dans un espèce de tunnel pour... Suspense. Suspense. Toujours suspense parce que la caméra ne vous dit pas pourquoi vous êtes là. Du pognon! On s'en fout. Bon, et de quoi regagner les flacons perdus. Enfin, on va voir ça. Alors. Beaucoup, c'est une exagération. Enfin, ça dépend ce qu'ils appellent caché, hein. Enfin, vous allez voir.
J'irai pas jusqu'à dire que je fais exprès de me faire toucher, c'est simplement que j'ai pas d'intérêt à éviter de me faire toucher. Parce que de toute façon je ne perdrai pas je ne perdrai pas à ce niveau. Parce qu'il n'est pas suffisamment difficile pour que j'essaye de conserver mes points de vie. Et comme c'est plus rapide en acceptant de perdre des points de vie pour attaquer les ennemis frontalement et en leur asséner un coup mortel, je préfère faire comme ça. Ce qui peut être marrant aussi, c'est de regrouper suffisamment d'ennemis pour en tuer beaucoup à la fois à l'aide d'un coffre à tête de mort. Vous voyez là par exemple j'ai perdu un flacon mais je l'ai regagné tout de suite. Donc bon, au fond on s'en fiche un peu. Hein. Regardez. Amusant hein. Pour ce niveau ce sera pas indispensable que j'ai des traits d'arbalète. Hein. Et pour celui que je vais faire après ça le sera. Alors je vais en racheter tout de suite. Voilà, maintenant je passe du bouclier de bronze au bouclier d'argent. À partir de ce niveau-là, je ne trouverai que des boucliers d'argent. Cet endroit vous est familier, on revient vers l'ange. Je vais encore refaire l'espèce d'acrobatie qui est là, mais cette fois-ci c'est juste pour du pognon. Et surtout je ne peux pas aller vers l'ange parce que l'ange est tourné vers une autre porte. Bien entendu, j'ai encore fait le bruit de bois creux là. J'essaie de le refaire spontanément, mais je sais pas si... Non, voilà, la branche n'est pas pile au-dessus de moi, donc ça marche pas. C'est le même bouquin. Hein. Alors, derrière ces portes, il y a des loups qui sont endormis. Donc ça, c'est un loup. Oui, je vous laisse toucher pour asséner un coup violent. La plupart des ennemis ne peuvent pas tomber dans les trous, regardez. Ah. Si j'avais simplement poussé, vous auriez vu qu'il était bloqué par le trou comme si c'était un mur. La plupart des ennemis ne peuvent pas tomber dans les trous. Il y en a qui peuvent et c'est en général parce que c'est la seule façon de les vaincre. Enfin non, c'est pas vrai ce que je vous dis. Il y a des ennemis qui peuvent et c'est la seule façon de les vaincre et d'autres qui peuvent et ça fait chier parce que ça les tue absolument pas. Typiquement les ennemis qui peuvent nager comme une partie des chevaliers qu'on trouvera dans les marais hein, et les démons du lac, vous verrez. Faire une chute depuis un point élevé en altitude vous fait céder votre attaque chargée. C'est-à-dire que si vous avez chargé une attaque en appuyant sur carré et en le maintenant appuyé, hein, vous serez obligé de lâcher en vous laissant tomber. Enfin, vous serez pas obligé de lâcher le bouton, mais par contre vous serez obligé de laisser tomber la charge. Allez, bien. Voilà, merci. Le marteau est une arme puissante, mais c'est une arme monotone aussi. On dirait que je vous ai menti, ceux-là peuvent tomber. Je peux aller chercher le calice. Et je vais le faire tout de suite. Vous allez voir pourquoi je vais le faire tout de suite. Normalement, sur cette corniche, je devais pousser des pierres au milieu d'un bassin. Vous allez comprendre. J'ai pas envie de regarder avec eux. Excusez. Ouais, bon, j'ai poussé une pierre dans un bassin pour que vous compreniez. Normalement, je dois pousser 3 pierres dans le bassin pour former un pont depuis le point au rez-de-chaussée entre guillemets que vous avez vu tout à l'heure. L'endroit où je vous ai dit qu'on pouvait pas pousser les monstres dans l'eau. Je sais pas si vous avez vu, mais à côté, il y avait un pont cassé. Enfin, c'est-à-dire, ça aurait dû être un pont, mais finalement, c'est un trou avec de l'eau. Les pierres, ça sert à faire un chemin pour sauter de pierre en pierre et passer de l'autre côté pour sortir du cimetière. Simplement, c'est absolument pas indispensable de faire de cette façon. Et ça, c'est encore l'une des magies des jeux en 3D.
dans un jeu en fausse 3D, c'est-à-dire en 2D avec une perspective comme dans Konoha par exemple, vous auriez été obligé de faire comme ça. Vous voyez, là j'en ai poussé un, j'en aurais poussé 2 autres devant et je serais passé de pierre en pierre. Mais je peux faire directement ça. Voilà. Il n'y a rien à dire de plus. La façon qu'ont ces loups de se déplacer est la fameuse supercharge dont le bouquin parlait tout à l'heure. Regardez. Voilà. Ils font tous les deux déplacements et réapparaissent au terme du deuxième. Donc une fois que le premier loup a fait son déplacement de réapparition, le deuxième loup fait son déplacement de réapparition. Et comme je vous ai dit, j'ai pas spécialement à m'en protéger. Hein. Donc je me mets en position de porter le coup le plus puissant. Et là, je m'y prends pas très bien. Voilà, j'ai débattu. Voilà, maintenant je peux utiliser la même technique que, c'est-à-dire la supercharge. C'est là que j'appuie sur triangle et ça fait ça. Voilà. C'est bien pour aller plus vite. Tout a changé hors de la nécropole. Il y a des chemins qu'il vaut mieux éviter d'emprunter. Une mort atroce et douloureuse t'attend au détour de chaque virage et de chaque colline. Bon voyage. Alors, dans la mesure où on est déjà mort, c'est pas si rédhibitoire que ça. Alors, c'est le moment du jeu où on commence à avoir le choix. Déjà le hall des héros. Mais après on aura le choix du niveau à prendre. Voilà, la gargouille n'a plus rien à nous dire pour le moment. La deuxième fois, on s'attend à avoir soit un flacon de vie, soit du pognon. Bravo, Fortesque! Certains autres gars ont parié que Zarok utiliserait ta cage thoracique comme porte-toast maintenant. Mais moi, je savais que tu t'en sortirais. Tiens, voilà un petit quelque chose en plus que je peux te donner. Ça pourrait t'aider. Tu le veux? Évidemment, on espère que ce sera un flacon, et malheureusement... Oh, c'est beau, c'est des coffres, il y a de l'or, mais on s'en fout. On n'a pas besoin de tant d'argent, enfin... Sauf si on se fait piquer les armes par les imps, mais... C'est même comme ça. Alors, donc là, j'aurai le choix entre la forêt enchantée, enfin plutôt les terres enchantées, et les champs d'épouvantail. Je ne peux pas traverser les terres enchantées, il me faut un espèce de gant qui s'appelle l'artefact de l'ombre pour entrer dans un tombeau de démons qui me donnera le talisman nécessaire pour finir le niveau. Faute de quoi, je suis obligé de sortir par une sortie de secours pour les perdants. En revanche, j'ai quelque chose à faire dans la forêt aux champs enchantés, et il vaut mieux que je le fasse avant de passer dans les champs d'épouvantail, parce que je vais pouvoir aller au hall des héros entre temps et récupérer l'arme qu'il faut. Regardez. Je vous ai dit que tous les monstres n'étaient pas intéressants dans ce jeu, seulement ceux qui avaient une âme. Avant de libérer les démons, qui sont ceux qu'on voit dans la cinématique, les seuls monstres de ce niveau sont des grenouilles qui n'ont pas d'âme, et qui crachent des boules de feu vertes, comme ça voilà, et des plantes. Bon, je vais pas m'emmerder à les tuer, parce que comme je vous ai dit, elles n'ont pas d'âme, on s'en fiche. Par contre elles font du mal, voilà. Je vous dis des plantes, c'est des plantes comme ça. Mais vous voyez, il y a un chaudron de sorcière, ça veut dire que je peux utiliser mon talisman dessus. Qui a fait venir la sorcière de la forêt? Oh, c'est vous, Sir Fortesque. Pardonnez-moi, mon seigneur. Je n'ai jamais vu de vrai héros. Pardonne-moi, ce n'est qu'une plaisanterie de vieille dame. En vérité, je suis ravie de te voir, Sir Fortesque. Et j'ai besoin des 7 morceaux d'ambre cachés dans le repère des fourmis. Apporte-les-moi et tu seras récompensé. C'est une offre unique. Veux-tu essayer? On peut dire non, elle est juste pas contente dans ce cas-là, et il faut finir le niveau avant de pouvoir avoir une opportunité de recommencer. Oh pardon, ne t'ai-je pas dit que je dois te réduire à la taille d'un insecte? Reviens vite.
Ce niveau est entièrement facultatif. C'est simplement que c'est pas un calice supplémentaire, mais c'est un voyage supplémentaire au hall des héros. Et puis ça donne une arme, vous allez voir. Cours, petit homme. Si le maître te trouvait maintenant, il t'écraserait comme un cafard. Écoute, les soldats fourmis approchent. En avant, fais face à ton minuscule agent du malheur. On doit récupérer 7 morceaux d'encre. Contrairement à ce que la sorcière a dit, il n'y en a pas que 7, il y en a bien plus. C'est juste qu'il faut savoir comment s'y prendre pour les avoir. Oui, il y a des bouquins de bataille des fourmis. Là, il y a un portail qu'on ne peut pas encore traverser. Là, il y a une massue comme pour nous indiquer que l'arme adéquate pour les fourmis c'est la massue, mais le marteau c'est comme la massue et ça ne s'abîme pas. Et quête secondaire. Pourquoi ça marche pas? Voilà. Oh, merci de m'avoir délivré, Sir Fortesque. Le seul désir de mon peuple est de vivre heureux, en parfaite harmonie avec la nature. Hélas, la maléfique reine des fourmis garde un grand nombre d'entre nous prisonniers. Sauve mon peuple, Daniel Fortesque, et tu seras grandement récompensé. Ces graphismes sont glorieux. Bon, là par contre, il y en a un nombre limité de faits à délivrer. Ah, nous y voilà. Je vais ouvrir les portes pour toi. Ces lucioles sont mes amies. Elles éclaireront ta route à travers les ténèbres de l'enfer. Alors, ceci est un labyrinthe. Savez-vous comment on fait pour ne pas se perdre dans un labyrinthe? Je vais vous le dire. Il faut suivre un mur. La continuité de la structure fait que vous ne pouvez pas être perdu dans un labyrinthe si vous suivez un mur depuis l'entrée. Alors, je vous ai parlé des morceaux d'encre, je vous ai dit qu'il n'y en avait pas que 7. Le truc étant qu'il faut savoir comment s'y prendre pour en avoir plus que ceux qu'on voit directement sur notre chemin. Là, il faut casser les larves. Les morceaux d'ambre se trouvent dans les larves. Alors, je vais suivre un mur et je vais arriver à la sortie du labyrinthe. Le problème, c'est que je ne veux pas arriver à la sortie du labyrinthe, moi. Moi, je vais récupérer les fées, en plus des morceaux d'ambre. Donc, je vais devoir revenir sur mes pas. Et avant ça, je vais suivre un mur pour arriver à la sortie. Parce que ce sera plus facile de procéder comme ça. J'aurais pu suivre celui de droite, j'ai suivi celui de gauche, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Dans certaines chambres, il y a des repères au sol pour se repérer, pour savoir où on est. Moi, j'en ai pas besoin parce que je suis un mur, et quand on suit un mur, on se perd pas dans le labyrinthe. Ouais, typiquement, l'effet prisonnière, elle ressemble à ça. Alors, la sorcière nous donne une arme. Le chef des fées nous donne un accès au hall des héros. Donc, ce qui est le plus important finalement dans ce niveau, c'est les fées. Si on fait pas ce qu'il faut pour la sorcière, elle est juste pas contente. Elle nous punit pas ou quoi que ce soit. Voilà. Je continue de suivre mon mur. Jusqu'à ce que j'arrive à la fin du labyrinthe. Typiquement, ça c'est un repère au sol pour pas se perdre. En fait, ça aide pas plus que ça. Ce qui aide vraiment, c'est de suivre un mur, parce que quand on suit un mur, on ne se perd pas dans le labyrinthe. Je radote un peu, je sais. Voilà, bon, typiquement, là, je vais quitter le mur pour aller délivrer celle-là, mais on se souvient que j'étais au troisième mur. Oh, oula, c'est ce que je disais, 3. Au mur de gauche. À combien j'en suis en termes de morceaux d'encre? Ah, il m'en reste qu'un à récupérer. Vous voyez, il y en a largement plus qu'il n'en faut. C'est pas juste parce que je suis chanceux et que je tombe dessus, mais il y en a largement plus qu'il n'en faut. Voilà, là je suis au bout du labyrinthe, vous voyez. Il y a un bouquin et une gargouille marchande. Le problème c'est que j'ai pas encore délivré toutes les fées, donc il faut que je revienne sur mes pas. Cette fois-ci je vais le faire en suivant le mur de droite. Qui maintenant est à ma gauche. Bon, j'ai plus besoin de tabasser les larves pour avoir des morceaux d'encre puisque j'en ai suffisamment. Ça donne du pognon, mais je pense avoir suffisamment dit au cours de cette vidéo ce que je pensais du pognon.
C'est le passage un peu fastidieux, hein, revenir sur ses pas pour récupérer des faits. Avant, je passais beaucoup de temps dans le labyrinthe parce que j'avais pas appris sa structure par cœur et je savais pas qu'il fallait suivre un mur pour pas se perdre dans les labyrinthes. Mais du jour où j'ai su ça, j'ai plus de problème. Alors, le truc étant que là, on revient sur nos pas. Ouais, on est un peu plus. Oui, il y a plus d'armes qu'il n'en faut. Hein. Là, je vais tomber sur... voilà, ouais. D'ailleurs, des rochers qui vont tomber, mais c'est juste des repères au sol, en fait. Hein. Ah, non, c'est pas là. Excusez-moi. Voilà, là normalement je suis dans la pièce où il y a un truc qui se produit quand je libère la fée. Malheureusement je ne vois pas la fée, attendez. Là c'est parce que je suis revenu sur c'est parce que je suis revenu en fait. Ouais là je fais le tour, typiquement en suivant ce mur là. Je vous ai dit que c'était un peu fastidieux. Hein. Ah, je suis revenu ici là. Oui, vous avez remarqué que je m'embête pas avec les fourmis. Hein, parce qu'elles ont beaucoup de points de vie et qu'elles ont le potentiel de faire beaucoup de dégâts avant d'être tuées. Alors, vous voyez, je m'embête pas plus que ça. Oui, je suis revenu au début. Je ne peux pas remonter par là. De toute façon, même si j'avais l'intention de ressortir par le trou, vous dites bien que je peux pas. Ah là, voilà, c'est ici. Ce que je dis à ce moment-là, c'est qu'il vaut mieux pas casser tous les rochers parce qu'ils servent de repère au sol quand on revient dans cette pièce. Le truc étant qu'on n'a pas besoin de revenir dans cette pièce parce que si on suit un mur, on ne se perd pas dans un labyrinthe. Là, vous voyez, je suis le mur de droite depuis depuis que j'ai repris le chemin depuis l'entrée. Donc je vais forcément finir par arriver à la sortie. C'est juste que c'est une question de temps. Et que selon le chemin sur lequel je me suis engagé, ça peut être plus ou moins long. Mais ça finira forcément par arriver. Vous connaissez cet endroit, vous vous souvenez qu'on est plus très loin. Voilà. Bon, on va pouvoir aller affronter la reine des fourmis. Et c'est pour ça que j'avais besoin de traits d'arbalète. Alors, par acquis de conscience, on vérifie qu'on a bien tout ce qu'on en a besoin. Tout ce dont on a besoin, excusez-moi. Peut-être éducatif, autant l'être jusqu'au bout. Alors, la reine des fourmis ressemble à tout sauf à une reine de fourmis. Nous ne pouvons l'attaquer que lorsqu'elle nous présente son ventre et elle le fait à une étape particulière de son cycle de pattern, quoi, si vous voulez. C'est pas de ça que je parle, c'est d'un moment où elle fait tomber le plafond. Voilà, c'est là. L'idéal est d'avoir tué ces soldats fourmis au moment où on en arrive là, des fois c'est pas possible. Et là il y a deux écoles. Soit on se laisse frapper, mais c'est un petit peu dangereux quand même parce que ce boss là est un petit peu résistant. Soit on tue d'abord les fourmis qui tapent un tour. Là j'en ai tué deux, mais elle va peut-être en rappeler deux avant de se mettre à faire tomber le plafond. Voilà, vous voyez.
Quand je sauvegarde, je me laisse frapper. Là, vous voyez que j'ai pas sauvegardé. Donc, je vais pas me laisser frapper. L'idéal dans ces séquences-là est de profiter du temps de récupération après avoir perdu une fiole de vie. Dans Medieval, on a la chance qu'il dure vachement longtemps. Voilà, elle va passer en mode plafond. Plus on est prêt, plus on peut infliger de dégâts parce qu'en fait, une nouvelle flèche est lancée quand la première atteint sa cible. Donc forcément, moins la distance à parcourir est importante, moins ça met de temps et donc plus on peut en décocher dans un intervalle de temps donné. Enfin, j'ai jamais mesuré ça évidemment, mais c'est l'impression que ça me fait. Pardon. Bon, allez, soyons raisonnables. Vous vous rendez compte que je vais peut-être perdre tous mes traits d'arbalète avant d'avoir réussi à la vaincre? Non, je crois quand même pas, regardez. Oh! Vous vous rendez compte que je dois perdre un cycle pour 6 points de vie? Voilà, vous voyez. Mon Dieu, mais n'est-ce pas là Daniel, seigneur des fourmis? Tiens-toi tranquille, je vais rompre le sortilège de rapetissement. Oh, quelle belle ombre! Voilà pour vous, chevalier. Je suis peut-être une vieille taupe fripée couverte de verrues et puant le chou, mais je tiens mes promesses. Voilà ta récompense. Croyez-le ou non, cette arme est très puissante. Tu as aidé à libérer tout le peuple des fées des griffes de ces rebuts immondes de fourmis. En retour, je t'offre le passage vers le hall des héros. Je n'y suis jamais allé, mais on m'a dit que le bar était gratuit.